Pourquoi un seul œillet? Tu n'as pas assez? Ça ne pousse pas ici. Ce n'est pas Moscou. On ne peut pas aller au marché. Ici, tout est importé. Ils se sont rassemblés sur cette terre gelée où rien ne pousse pour honorer leurs morts. C'est bon, on y va. Cette petite communauté russe vit en Norvège. Donnez-nous des fleurs. Il en reste? Il faut en distribuer encore. Qui n'a pas de fleurs? Prenez-en. Ce n'est pas tous les jours qu'on distribue des fleurs en Arctique. Nous célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire de notre victoire. Je ne voudrais pas me limiter à un discours funèbre, mais vous rappeler l'histoire de la défense du Spitsberg contre les envahisseurs nazis, pour que ces connaissances puissent vivre et être transmises aux générations futures sans distorsion ni réécriture. Veuillez déposer les fleurs devant le monument. La Seconde Guerre mondiale est bien loin. Mais dans le contexte politique actuel, où les blocs de l'Est et de l'Ouest se reconstituent, ce territoire est au cœur de toutes les convoitises. Le Svalbard est un archipel d'une trentaine d'îles aux confins du pôle Nord. Un désert de glace où le vent fouette les visages et engourdit les doigts. C'est la porte de l'Arctique, une terre du bout du monde, riche en minerais, en pétrole et en gaz. Un univers hostile. Une nature sauvage que l'homme a mis des siècles à dompter. Le Svalbard est un territoire neutre régi par un traité signé en 1920. Il accorde aux 45 pays qui l'ont ratifié le droit d'exploiter les ressources naturelles de l'archipel. Celui qui est chargé de faire respecter ce traité, c'est le gouverneur. Ses bureaux surplombent Longyearbyen, la capitale administrative du Svalbard. Lars Foss est en poste depuis 4 ans. Cet ancien procureur a été nommé gouverneur par le roi Harald V. Il possède une copie du fameux traité. Voici la réplique. Et elle a la même taille que l'original. Vous pouvez voir qu'elle est rédigée dans 2 langues, qui sont l'anglais et le français. L'original est conservé à Paris. Le traité du Svalbard est le seul en vigueur ici depuis les négociations de Versailles, après la Première Guerre mondiale. L'important, c'est qu'il reconnaît la souveraineté norvégienne sur le Svalbard. Aujourd'hui, sur les 45 pays signataires du traité, seule la Russie exploite les ressources minières de l'archipel. Elle possède 2 colonies, comme elle les appelle. 2 villages. Le principal, Barentsburg, est à 40 km de Longyearbyen. Pour s'y rendre, il faut faire 3 heures de bateau. À bord, personne ne veut répondre à mes questions. Bienvenue à Barentsburg. L'ambiance est glaciale et la statue de Lénine vous toise du regard. La devise du village n'a pas changé depuis des décennies.
Notre objectif, c'est le communisme. Pas une âme à l'horizon, ou presque. Barentsburg expose fièrement son passé soviétique et ses vestiges. Une nostalgie pétrifiée dans la neige. Le village est géré depuis 1931 par une compagnie d'État russe, Trust Arctic Ugol, littéralement le charbon de l'Arctique. À sa tête, Ildar Neverov, un moscovite proche du pouvoir. Il a accepté l'interview à condition de ne pas évoquer Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine. Son combat est ailleurs. Trust Arctic Ugol est une entreprise moderne d'État qui gère l'extraction du charbon et le développement des colonies russes sur l'archipel du Spitzberg. Le nom original de l'archipel, c'est Spitzberg, même si les Norvégiens l'appellent Svalbard. Le vrai Spitzberg, c'est ici, à Barentsburg, si on veut être exact. Barentsburg compte 350 habitants, en majorité des Russes et des Ukrainiens du Donbass, pro-Kremlin. Tous peuvent compter sur Daria, 24 ans, la directrice générale adjointe du Trust. Depuis son arrivée, il y a 2 ans, elle est sollicitée en permanence. Elle gère les affaires courantes du village. 60% de notre population est constituée de mineurs. Ils viennent ici avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants et parfois même leurs parents. Et pourquoi les habitants du Donbass continuent-ils à venir pour vivre ici? Parce que, historiquement, ils viennent ici depuis l'époque soviétique. Ces gens venaient du Donbass pour extraire du charbon parce que cette main-d'œuvre était la plus demandée. De plus, les mines du Donbass et de Barentsburg sont assez similaires. Donc les mineurs qui viennent de là-bas n'ont pas besoin de formation. Ils s'adaptent facilement au travail ici. Barentsburg a été construite autour de sa mine de charbon. Il faut descendre à 170 mètres sous terre pour atteindre le premier palier. « 120 000 tonnes de charbon sont extraites chaque année. Elles permettent d'éclairer et de chauffer le village. Mais cette mine n'est plus rentable. Elle reste en activité pour que les Russes justifient leur présence dans l'archipel. Et maintenant, nous allons entrer dans la mine elle-même. L'extraction se fait à 800 mètres de fond, mais impossible de filmer les mineurs au travail. Un responsable de la mine arrête ma visite. Pourquoi c'est interdit de filmer le charbon ? Notre patron a dit que vous pouvez filmer partout, mais pas dans ces tunnels. Je suis poliment reconduit vers la sortie. À Barentsburg, je ne pourrai filmer que ce que les autorités accepteront de me montrer. C'est d'ailleurs elles qui ont choisi les personnes que je peux rencontrer, comme le prêtre orthodoxe du village, un pilier de la communauté qui officie chaque dimanche matin dans une salle du centre culturel. Piotr n'a été ordonné prêtre que récemment. Il vient d'emménager dans le village avec sa femme et son fils de 11 mois. À Barentsburg, comme pratiquement dans toute la Russie, l'Église orthodoxe soutient le régime de Vladimir Poutine. Slava тебе, Боже! Slava тебе, Боже! Slava тебе, Боже!
Le jeune couple découvre le village et semble déjà avoir trouvé son paradis. La vie de famille à Barentsburg est très agréable. Ici, les gens sont contraints d'être soudés, de se tenir, pour ainsi dire, en première ligne pour défendre leurs valeurs familiales. Il se produit ici une union presque magique des cellules de la société. Tout va très bien, grâce à Dieu. Pourtant, tout ne va pas si bien que ça à Barentsburg. La population subit de plein fouet les sanctions économiques imposées par l'Europe à la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller faire ses courses dans l'unique épicerie du village. Ici, tous les produits sont importés de Russie. Je suis autorisé à filmer, mais personne ne souhaite me parler. Donnez-moi aussi un petit morceau de gingembre. Il est emballé avec du scotch. C'est pas grave? Les habitants ne peuvent payer qu'avec leur carte Spitscoin, fournie par le Trust Artikugol, qui gère la ville. Leurs achats sont déduits directement de leur salaire. Mais encore faut-il que ce que l'on cherche soit disponible. Bonne journée. Oliana, tu crois qu'ils vont livrer quelque chose ce soir? Oui. C'est sûr. Qu'est-ce que vous cherchez? Des fruits. Bien entendu, en raison des sanctions économiques, l'organisation des approvisionnements est devenue un peu plus difficile. Nous ne pouvons pas importer d'Europe et acheter là-bas. Nous devons donc rechercher des produits analogues en Russie et déjà les importer de Russie. Il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver de nouveaux fournisseurs. Une fois par mois, Barentsburg est approvisionné par un porte-container qui arrive directement de Mourmansk, en Russie, à 1300 km de là. On peut la mettre par là et la poser. Non, non, ça va tenir comme ça. Ceux qui sont chargés de faire respecter l'embargo européen, ce sont les douaniers norvégiens. Nos douanes sont présentes ici depuis environ 3 ans, après que la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes là pour vérifier que les sanctions contre la Russie sont appliquées et pour voir quel genre de marchandises arrivent au Svalbard depuis la Russie ou le continent. Nous prenons le contrôle du bateau pour inspecter les containers qui renferment des équipements pour la mine, de la nourriture et d'autres fournitures. Ce jour-là, 17 containers russes ont été livrés et inspectés. Rien à signaler. Mais les douaniers restent méfiants car les eaux qui entourent le Svalbard sont au cœur d'une bataille acharnée entre les deux États. Depuis 3 ans, la Russie finance sa guerre en Ukraine grâce à une armada de bateaux fantômes qui transportent son gaz et son pétrole. Ces navires sans GPS contournent facilement les sanctions internationales. Et la position géostratégique du Svalbard est déterminante pour qui veut contrôler les mers glacées de l'Arctique. Un enjeu existentiel pour la Norvège. À Longyearbyen, le maire de la ville en est pleinement conscient.
En ce qui concerne la position géostratégique, il faut bien sûr savoir que les Russes ont leur plus grande base de sous-marins et leur plus grande capacité de frappe secondaire en matière d'armes nucléaires, proche de la frontière norvégienne. Et que cette base leur permet de sortir hors des glaces au nord. Depuis 2022, la Norvège a renforcé ses patrouilles de garde-côte autour de l'archipel. Une situation que dénonce le Kremlin. Il accuse l'OTAN de violer le traité de 1920, qui stipule que le Svalbard ne peut pas être utilisé à des fins militaires. Le traité est clair sur certains points qui concernent les installations physiques, telles que les installations de défense ou les bases navales, qui sont interdites. Quant à notre affiliation à l'OTAN, elle est assez simple. Le Svalbard fait partie de la Norvège. La Norvège fait partie de l'OTAN. Cela nous impose certaines obligations, ainsi qu'à l'OTAN. C'est en quelque sorte le postulat de départ. Retour à Barentsburg. Martinique est sud-africaine. Elle s'est installée ici il y a 2 ans. Je suis venue comme touriste pour 20 jours et je ne suis jamais repartie. C'est un endroit très intense. Et ici, tu te rencontres. Tu te rencontres toi-même. C'est un endroit où tu peux facilement perdre un peu la tête. C'est comme vivre sur la Lune. Cette ville, ces gens, ils sont devenus comme une famille pour moi. Ils m'ont adopté. Si j'ai pu rencontrer Martinique, c'est parce qu'elle travaille pour le service communication du Trust Articougal. Elle alimente les réseaux sociaux en belles photos, en musique et en vidéo. Autrement dit, elle est une des petites mains de la propagande russe. Ils sont si attachés à l'honneur, comme honorer leur histoire, leurs racines, les gens qui sont morts avant eux. Ils ont un respect si fort. Et je ne pense pas que vous devriez avoir une opinion sur un endroit où vous n'avez jamais mis les pieds et sur des gens que vous ne connaissez pas. Ces gens sont des habitants de Barentsburg et ils n'ont rien à voir avec ce que fait leur président aujourd'hui. Pourtant, 69% de la population de Barentsburg a voté pour Vladimir Poutine lors des dernières élections présidentielles. Et toutes les occasions sont bonnes pour glorifier la Russie. Enfin, l'Union soviétique. Comme tous les ans, Barentsburg ressort son marteau et sa faucille. Pour le défilé du 9 mai, chaque habitant doit brandir le portrait d'un de ses ancêtres morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Chers amis, les habitants du village de Barentsburg sont heureux d'accueillir cette cérémonie du Régiment immortel. Le consul général de la Fédération de Russie au Spitzberg, Andrei Alexandrovitch Chemerilo. Le défilé de la victoire vient de s'achever à Moscou, la capitale de notre pays, qui a accueilli de nombreux invités étrangers et des chefs d'État. Nos soldats ont défilé en accomplissant avec honneur leur devoir sur le champ de l'opération spéciale. L'opération spéciale, autrement dit, la guerre en Ukraine. Avançons en une seule colonne, le cœur rempli de gratitude et fier de notre belle histoire.
Ce matin, nous vous proposons de tourner une petite vidéo. Quand je vous le dis, à 3, vous criez tous à haute voix « Victoire !» Allez tout le monde, faites-moi 3 ou 4 sourires. 3, 2, 1, victoire! Dans cette procession de la victoire, tout se mélange. Communisme, nazisme, guerre en Ukraine et religion. Le Christ est ressuscité. Jour de la victoire. Les Norvégiens ne sont pas invités à ces cérémonies. Mais pas question pour eux d'entrer en conflit ouvert avec la communauté russe. Il est absolument crucial que nous ayons un dialogue. Sans dialogue, nous n'arriverons jamais à une bonne situation. Nous devons maintenir des canaux ouverts. À un moment donné, la situation finira par passer, et nous devrons alors essayer de normaliser les choses. À Longyearbyen, une semaine après les commémorations russes, la Norvège célèbre sa fête nationale du 17 mai. Elle a invité le prêtre Piotr et Daria, qui accompagnent un groupe de collégiens de Barentsburg. Ils ont laissé leurs drapeaux russes et soviétiques à la maison. L'un des plus beaux aspects du 17 mai est qu'il nous rappelle ce qu'est vraiment la Norvège. Le discours du maire est traduit simultanément en russe. La Norvège est une société fondée sur la liberté et la confiance. Cela vaut bien plus que le pétrole et le gaz. Merci de vous rassembler ici de cette manière, au sein d'une grande communauté où les écoles de Longyearbyen et de Barentsburg, les grands et les petits, avec toutes sortes de passeports, peuvent tous marcher ensemble. Dans ce défilé, la chose la plus proche d'une arme est la baguette de la grosse caisse de la rédactrice en chef du journal local qui joue dans la fanfare. Joyeuse fête nationale! Une parade collective presque main dans la main, avec au bout l'espoir de pouvoir s'entendre un jour. Le nombre d'ours au Spitzberg est 2 fois plus élevé que le nombre d'habitants. Donc on doit rester unis. Il est bien sûr important, sur un si petit bout de terre, de vivre en amitié. Il faut qu'on reste unis pour pouvoir faire face ensemble au mal sous toutes ses formes. Rester unis, oui, mais à quelles conditions? La Russie a déjà planifié l'avenir de sa jeunesse au Svalbard. Elle vient de débloquer 30 millions d'euros pour ses colonies. Peu importe qui gérera le village et les colonies russes de l'archipel du Spitzberg à l'avenir. Nous avons un plan, et ce plan est très clair. Les colonies doivent être restaurées et reconstruites. Les infrastructures seront modernisées. Les transports seront améliorés et des liaisons directes seront organisées entre la Russie et l'archipel du Spitzberg. Nos colonies connaîtront une croissance très significative et se développeront. C'est ce que prévoit le plan. Un plan qui prévoit surtout de faire revivre la seconde colonie russe du Svalbard, Pyramida. Une ville fantôme qui était la vitrine de l'URSS en Arctique dans les années 60. C'est ici que la Russie a décidé de construire son futur centre de recherche scientifique international avec ses pays amis, dont la Chine et l'Iran. Avec toujours le même objectif,
conforter sa présence et étendre son influence sur le sol européen.